réellement parfaitement responsable, mais pas la même chose. Donc là, il y a encore un problème qui se pose. Et puis, vous avez aussi l'expression « prendre ses responsabilités ». Mais là, ça qualifie l'action, une capacité à décider. Mais prendre ses responsabilités, n'importe qui peut faire preuve de cette aptitude à prendre ses responsabilités. Pour prendre des exemples extrêmes, Schwein a pris ses responsabilités. De quoi on parle là, n'est-ce pas? De même qu'il avait des responsabilités qu'il a assumées, mais pas coupables. Pour des raisons qu'on va examiner tout à l'heure et qui sont peut-être un peu plus complexes que celles qu'avait évoquées la grande philosophe germano-américaine Hannah Arendt. On va revenir là-dessus. Mais enfin, bon, donc on voit déjà la complexité. Ça ouvre sur autre chose, et je vais terminer là-dessus pour engager le débat avec Pierre et puis avec vous, qui est finalement, quand j'étais aux prises avec ces questions, avec les fameux cadres supérieurs d'EDF, il a bien fallu construire un modèle, qui était aussi un modèle sociologique, des registres sur lesquels se situe la responsabilité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des problèmes de compatibilité entre des engagements de types divers dans leur activité. Et quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'on a des formes de responsabilité qui ne sont pas forcément compatibles. L'idée, c'était de comprendre pourquoi ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Vous êtes le chef, les autres doivent obtempérer. Quand ça va mal, on voit les syndicats. En général, ça se règle comme ça, se réglait comme ça, etc. Mais pourquoi ils sont si désemparés? Et donc, à force d'analyser ces situations avec eux, j'avais élaboré une sorte de modèle dont je vous le livre pour éventuellement en discuter. C'est ce que j'ai appelé les registres de la responsabilité. Et bon, on aurait pu faire un schéma, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait d'ailleurs comme d'habitude, mais on peut quand même y voir un peu clair. Un peu plus clair, en tout cas, à titre provisoire. Voilà. Alors, il y a un premier registre qu'on a qualifié tout à l'heure, c'est le registre proprement psychologique. Donc, on va dire au moins au minimum, c'est quelqu'un qui peut se concevoir comme sujet. Ça paraît évident, mais ce n'est pas si évident que ça, parce que si vous avez des sociétés dont les codes culturels ne correspondent pas à cette manière de se concevoir comme sujet, là, vous avez des problèmes pour analyser psychiquement la responsabilité. Alors, l'idéologie coloniale a résolu le problème, ils n'étaient pas au niveau. Sauf que ils avaient peut-être mis le doigt sur des problèmes qu'on ferait bien de prendre en charge. Et puis, vous avez, sur un autre plan, je dirais, enfin, c'est une condition sine qua non, si vous voulez. Vous avez ce que j'appelle la responsabilité instrumentale fonctionnelle. C'est-à-dire que, Bruno, je vais prendre l'exemple de la bibliothèque, tiens. Bruno est le patron de la bibliothèque, il doit remplir avec ses collaborateurs, collaboratrices, un cahier des charges. On lui demande que ça fonctionne en tant que bibliothèque et pas comme un resto associatif. Bon. Donc, ça pourrait être le cas d'ailleurs. Donc, ça c'est la responsabilité instrumentale fonctionnelle. Vous êtes chargé de, vous devez le faire. Et si vous ne le faites pas, vous avez des soucis avec vos hiérarchiques, etc. Bon. Donc, instrumental, la plupart d'entre nous sommes d'abord professionnellement confrontés à cette responsabilité instrumentale fonctionnelle. Mais, vous avez aussi, car une entreprise ou une bibliothèque, ce n'est pas un monde fermé. Elle doit répondre à un ordre juridique, c'est-à-dire un ordre de droit. Autrement dit, il y a un autre niveau, alors que le premier, on pourrait l'appeler réglementaire, si vous voulez, là, on a un niveau de droit. Il y a des choses qu'on a le droit de faire, quelqu'un qui est responsable, et quelqu'un qui doit se plier à l'ordre juridique et ne pas s'en sortir en principe. Ou alors, ça pose un problème que j'évoquerai tout à l'heure, qui peut être bon ou mauvais, enfin qu'on peut justifier ou non, argumenter ou non. Ça me rappelle le problème qu'on évoquait une fois précédente avec Locke, n'est-ce pas? Quand John Locke, le philosophe anglais, disait « Bon, vous pouvez toujours être un dissident, mais c'est à vos risques et périls. » N'est-ce pas?
Donc ça pose des problèmes. Si tout le monde est d'accord avec vous, ça tombe bien. Et si vous êtes en face d'une opposition globale, vous avez un prix à risque et vous perdez. Même si vous considérez qu'au regard de Dieu, au regard de la postérité, au regard de la femme ou de l'homme que vous aimez et qui vous donne raison, malgré tout, c'est quand même perdu pour vous. Sur ce terrain-là, en tout cas. N'est-ce pas? Donc, le niveau juridique. Mais vous avez aussi un niveau que j'ai appelé organisationnel collectif. C'est-à-dire que vous appartenez à une société, ou à un groupe industriel, ou à une mairie, pour les médiathèques. Et là, vous devez répondre à des exigences. Par exemple, j'avais analysé ça à une époque, les chartes d'entreprise, les chartes dites éthiques qui ressemblaient plus à de l'éthologie, à la science du comportement animal qu'à de l'éthique à proprement parler, mais enfin bon, il y avait des chartes éthiques, il y en a encore, n'est-ce pas, notamment dans le champ de la responsabilité sociale des entreprises maintenant. On vous demande d'adhérer. Ça a été un maître mot du management à partir des années 90. Et encore, vous devez adhérer. Bon. Mais c'est un autre niveau qui n'est pas le même niveau que le niveau instrumental, fonctionnel. Vous pouvez faire un très bon job de directeur de médiathèque et ne pas adhérer à l'idéologie des donneurs d'ordre et de la globalité des choses. C'est un exemple purement imaginaire, hein, c'est pour les besoins de la cause de l'argumentation. Donc vous avez un autre niveau et un autre sens de la responsabilité. On voit qu'est-ce qui apparaît progressivement ici. C'est que on a une diversité de ce dont on doit répondre. Et que celui ou celle qui doit répondre de soi est déjà éclaté dans tous ces univers normatifs. Mais ce n'est pas suffisant, parce que vous vivez dans une société dite civile, c'est-à-dire non politique, et dans une société aussi politique comme citoyen, où vous avez aussi un certain nombre d'exigences auxquelles vous devez faire droit. Comment concevez-vous le rapport avec vos concitoyens dans la vie civile, par exemple en termes associatifs, ou bien en termes de repli individualiste, etc. Vous avez là encore des normes de responsabilité. Quelqu'un qui est hyper individualiste, on va dire qu'il est irresponsable, mais il ne l'est pas, il l'est autrement. Quelqu'un qui est impliqué dans l'associatif, il a une autre conception et d'autres normes de référence de la responsabilité. Et puis, vous avez dans l'ordre politique le rapport que vous avez au fonctionnement du régime politique auquel vous appartenez, aux différents partis qui se disputent le pouvoir. Là aussi, qu'est-ce que c'est que être responsable quand vous êtes dans des situations politiques qui vous demandent ou exigent de vous que vous choisissiez? Bon, le cas de 2002 et de 2017 au présidentiel est clair, n'est-ce pas? On dit, être responsable, c'est voter contre le Front National. D'accord, bien. Mais vous en avez d'autres qui ont dit, on est contre le Front National, mais on ne vote pas pour Macron. Bon, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Là encore, c'est une autre manière. Ça met en jeu un autre sens de la responsabilité, n'est-ce pas? Bon. Ce n'est pas fini. Pourquoi? Parce que vous avez deux autres registres de la responsabilité. Mon schéma est à peu près exhaustif, n'est-ce pas? On pourrait peut-être le dessiner quelque part un jour pour le faire circuler. C'est la responsabilité personnelle et la responsabilité que j'ai appelée générique, c'est-à-dire du genre humain. La responsabilité personnelle, ce sont vos convictions. Mais alors, elles peuvent aller à l'encontre de tout le reste que je viens de signaler, n'est-ce pas? Et puis, la responsabilité générique, bon, aujourd'hui, c'est l'éthique des droits de l'homme et l'ordre juridique des droits de l'homme. Bon. Et quand vous regardez l'ensemble de ces dimensions qui sont toujours présentes dans toute activité professionnelle, voire de la vie civile, vous dites, mais il y a un souci d'abord pour comprendre ce dont il s'agit dans la responsabilité, puisqu'il faut bien argumenter des choix, n'est-ce pas? Dire, j'assume pas, pourquoi, etc. Mais là où ça posait un problème au fameux cadre, n'est-ce pas? C'est qu'une fois que vous leur mettiez ça sous les yeux, ils comprenaient pourquoi ces dimensions entraient en résonance, au sens où les forces d'un pont entrent en résonance et le pont explose, et bien là vous aviez le cadre qui explose parce qu'il n'arrivait pas
à gérer ces ensembles-là. Alors la plupart du temps, on arrive plus ou moins par l'habitude, par le mode de fonctionnement de la société, par le fait qu'il y a des valeurs partagées malgré tout, n'est-ce pas, à concilier ces différents registres. Mais il y a des moments qu'on peut référer à ce qu'on appelle les cas de conscience, n'est-ce pas, où là, ça pose problème et il faut faire des choix. Par exemple, des choix des lanceurs d'alerte. Ça, c'est un exemple extrêmement intéressant parce que vous pouvez rendre service à la collectivité, à ses idéaux de transparence, de valeur, de liberté, etc., et de vérité, et puis en même temps être traduit devant